Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Le Figaro TV. Au sommaire de cette émission, on va revenir sur les suites de l'enquête après le meurtre de Quentin Derenque à Lyon la semaine dernière. La France insoumise est plus que jamais au banc des accusés, mais ses dirigeants l'affirment. Le député Raphaël Arnaud, cofondateur de la Jeune Garde, ne sera certainement pas exclu ou suspendu du groupe à l'Assemblée nationale, malgré les appels répétés d'une grande partie de la classe politique, y compris dans les rangs du Parti socialiste. Alors, le PS va-t-il définitivement rompre avec la France insoumise? Quelle est la place de la violence dans la matrice idéologique de l'extrême gauche? On en parlera avec Guillaume Roquette, on en parlera également avec le chercheur et essayiste Pierre Valentin. Et puis je vous propose un témoignage en troisième partie qui est particulièrement fort, particulièrement émouvant, celui d'un homme qui revient de l'enfer. Il a passé près de 2 ans en détention dans l'une des pires prisons du monde, celle d'Evin en Iran. Libéré en 2024, il raconte justement cette détention, ces 2 ans de détention dans un livre qui vient de paraître. Ce sera en troisième partie. Bonjour Guillaume Roquette. Bonjour Timothée. Guillaume, 11 personnes ont été interpellées, placées en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur la mort de Quentin Derenque à Lyon. Parmi elles, Jacques-Élie Favreau, l'attaché parlementaire du député insoumis Raphaël Arnaud, attaché parlementaire qui a depuis été interdit de présence à l'Assemblée nationale dans le cadre de cette enquête. Un second collaborateur ainsi qu'un stagiaire également du député insoumis ont également été arrêtés, placés en garde à vue. On voit bien que l'étau se resserre quand même autour de la France insoumise, même si l'enquête en est qu'à ses débuts, même si Jean-Luc Mélenchon et ses alliés et ses proches nient toute implication de près ou de loin dans cette affaire. Mais ce qui est certain quand même, c'est que la France insoumise joue gros dans cette enquête. Elle joue gros parce que le lien, il est évident. Vous avez rappelé les faits. C'est la première fois, à ma connaissance, dans l'histoire de la République, que 3 collaborateurs de députés sont impliqués dans un homicide volontaire. 2 collaborateurs et un ancien stagiaire, effectivement. Exactement. Et donc, c'est gravissime, d'autant plus que il semblerait que cet homicide ait été perpétré dans le cadre d'une organisation dissoute, mais dont le fondateur, Raphaël Arnaud, est aujourd'hui député de la France insoumise. Je veux bien sûr parler de la Jeune Garde. Donc, dans tout parti normal, il y aurait eu un minimum de mise à l'écart du député, exclusion du groupe ou tout au moins suspension. Et là, c'est pas du tout ce qui se passe, puisque depuis le début, Jean-Luc Mélenchon a choisi de soutenir la Jeune Garde en expliquant contre toute évidence qu'elle n'avait rien à voir dans ce meurtre et en soutenant son député. Il faut bien comprendre que c'est la logique profonde de la France insoumise. La France insoumise n'est pas un parti comme les autres. Elle fonctionne plutôt comme une secte. D'ailleurs, ça n'est pas un parti avec des instances dirigeantes, avec des élus qui sont renouvelés, avec un bureau. Ça fonctionne autour d'un gourou, qui est Jean-Luc Mélenchon. Selon une règle simple, c'est que les membres du groupe doivent une allégeance, une obéissance absolue, aveugle, au chef. Et en échange, le chef les couvre quoi qu'il arrive. Et effectivement, et d'ailleurs, on pourrait faire le lien avec ce que vous dites, avec une précédente affaire dont les faits sont moins graves, évidemment, que le meurtre de Quentin Derenque. Mais enfin, Adrien Quatennens, qui lui aussi avait été, qui était un proche, l'un des plus fidèles de Jean-Luc Mélenchon, et que Jean-Luc Mélenchon avait soutenu jusqu'au bout, malgré sa condamnation pour violence conjugale. Oui, c'est en 2022. Adrien Quatennens, effectivement, était un proche, même plus qu'un proche. C'était un peu le fils spirituel, voire le successeur naturel désigné, de Jean-Luc Mélenchon. Député du Nord, et on apprend que son épouse porte plainte contre lui pour violence conjugale. Et là, à la stupéfaction générale, la France insoumise est supposée être un parti féministe, comme le brandissent tous les mouvements de gauche, et Jean-Luc Mélenchon, non seulement ne condamne pas Quatennens, mais lui redit son affection. Et il le soutiendra jusqu'au bout, y compris quand Quatennens effectivement sera condamné par la justice pour violence conjugale. Il reviendra à l'Assemblée, maintenu au sein du groupe. Donc on est vraiment là dans cette logique qui a d'ailleurs à l'époque provoqué déjà une crise. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'élus de la France insoumise, c'est très bien raconté dans un livre qui s'appelle La Meute, qui décrit ce parti de l'intérieur. Un certain nombre de membres du parti ont ouvert les yeux et se sont rendus compte du fonctionnement
vraiment dangereux de ce parti parce que la violence y est couverte, j'allais presque dire, y est validée par le chef suprême Jean-Luc Mélenchon. Avec donc ce parti qui tente de se dédouaner coûte que coûte depuis vendredi, est-ce que cette stratégie est tenable ? Non, c'est une stratégie qui n'est pas tenable, bien sûr, mais la France insoumise le sait. Je pense qu'il y a d'abord, encore une fois, ce mode de fonctionnement que je vous expliquais, qui fait que s'il commence à y avoir des remises en question des comportements des uns ou des autres à l'intérieur du parti, s'il commence à y avoir un débat, s'il commence à y avoir tout simplement ce qu'on appelle dans un parti normal la démocratie, alors tout le dispositif de Jean-Luc Mélenchon peut être remis en question et ça, il ne pourra pas le supporter. Donc c'est pour une raison d'abord de cohésion interne que le groupe fait bloc. C'est quand même extraordinaire. Vous n'avez pas eu une déclaration d'un député insoumis pour dire ce qui se passe est un problème, il faut qu'on mette les choses à plat, qu'est-ce qu'on a fait avec la jeune garde, ça c'est pas acceptable. Je pense qu'il y a aussi une dimension politique, c'est que la France insoumise a choisi, en tout cas c'est sa stratégie au municipal, de faire cavalier seul et de ne pas être dans une logique unitaire à gauche. Et donc ce jusqu'au-boutisme qui commence à susciter des réactions fortes, on l'a bien vu avec François Hollande par exemple, qui explique qu'il n'est pas possible de s'allier avec ces gens-là, ça ne gêne pas Jean-Luc Mélenchon, au contraire. Avec la question effectivement de ce cordon sanitaire qui est peut-être en train de se former autour de la France insoumise, on va y revenir. Il y a eu malgré tout, pour le coup, des soutiens à demi-mot, par exemple de Marine Tondelier, du côté des écologistes, qui dit qu'elle ne comprend pas ce deux poids deux mesures parce qu'il y a également la violence d'extrême droite. Voilà, c'est toute cette dialectique qui se met évidemment en place au moment où Quentin Derenc, pour le coup, lui, bien, ne reviendra pas. Est-ce que pour autant, effectivement, la France insoumise est seule responsable de ces violences, de cette hystérisation du débat, que ce soit par les mots à l'Assemblée nationale ou que ce soit également avec cette violence physique? On a vu des images d'une violence extrêmement forte entre ces bandes qui s'affrontent dans les rues de Lyon. Alors je pense qu'il y a deux choses. D'abord, il y a effectivement cette complaisance de la gauche pour la violence en son sein. Vous savez que la Jeune Garde, donc le mouvement créé par Raphaël Arnaud, a fait l'objet d'une mesure de dissolution par le ministère de l'Intérieur, et il y a une réaction presque unanime de la gauche pour s'y opposer. Alors même que le caractère violent du mouvement était absolument documenté dans la demande du ministère de l'Intérieur. Et cette dissolution est d'ailleurs toujours en contestation devant le Conseil d'État. Exactement. Et malgré ce dossier, il y a 26 exemple dans le dossier du ministère de l'Intérieur qui montre que la Jeune Garde n'est pas du tout un mouvement d'autodéfense comme elle essaie de se présenter, c'est-à-dire pour essayer de se défendre contre des assauts de nervis d'extrême droite, mais qu'elle-même, elle provoque, elle va parfois chercher des militants du camp adverse à la sortie d'un train pour les intimider. Et malgré cela, eh bien, vous avez eu une mobilisation de la gauche contre cette dissolution. Il y a eu une pétition lancée par l'Humanité, c'était l'été dernier, et elle est signée notamment par Marine Tondelier, à qui vous faisiez allusion. Elle est signée par Greenpeace, elle est signée par la Ligue des droits de l'homme, qui a fait une action devant le Conseil d'État pour essayer de le faire changer d'avis. C'est signé par l'UNEF. Donc, ça, c'est effectivement, vous avez cette capacité de la gauche à dire la violence, si elle vient de notre camp, c'est pas grave. Maintenant, il y a l'autre point qui est de dire une violence répond à une autre. Bien sûr que la France insoumise, à travers la Jeune Garde, n'a pas le monopole de la violence politique. Simplement, il y a aussi des violences d'extrême droite et il y a aussi des gens qui meurent, qui sont victimes de ce qu'on peut appeler des crimes racistes avec une idéologie d'extrême droite. La différence, c'est que le Rassemblement national a toujours veillé à n'avoir aucun lien avec ces gens, à les mettre à l'écart, à se séparer d'éventuelles brebis galeuses. De l'autre côté, c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est Jean-Luc Mélenchon lui-même qui a choisi Raphaël Arnaud, fondateur de la Jeune Garde, pour en faire un député. Il savait parfaitement que Raphaël Arnaud avait été condamné pour violence. Il savait parfaitement que Raphaël Arnaud était fiché S. Mais je pense que ça faisait partie de la démarche consistant à dire, quand il y a une violence dans notre camp, eh bien, elle est légitime.
Et donc, il y a eu cette forme de reconnaissance institutionnelle en choisissant Arnaud pour en faire un député. Est-ce que, en ce sens, la France insoumise doit rendre des comptes? On a parlé de sa responsabilité morale, de sa responsabilité politique, vous l'avez évoqué, on va y revenir avec notamment la question des alliances qui est remise en cause de manière extrêmement forte, pour le coup, notamment effectivement par François Hollande. Est-ce que cette responsabilité peut également s'engager sur le terrain pénal, à votre avis? Alors, il me semble que non, parce que Jean-Luc Mélenchon n'a jamais appelé, par exemple, ouvertement à ce que des collaborateurs parlementaires de son parti commettent des actes violents. Donc, il y a effectivement une responsabilité morale, une responsabilité politique certainement, mais ce sont les gens qui ont tué Quentin à coups de pied qui sont responsables des actes. Est-ce qu'il peut y avoir une complicité de la France insoumise? Il peut y en avoir une si s'ils avaient cherché à dissimuler en quelque sorte la participation de collaborateurs de Raphaël Arnaud, mais pour l'instant on n'a aucun élément en ce sens. Et l'enquête évidemment de toute façon se chargera de faire la lumière évidemment sur ce dossier. Est-ce que vous pensez que Raphaël Arnaud peut rester député? Les appels à la démission se multiplient dans la classe politique ces derniers jours. J'ai envie de vous dire que dans un monde normal, bien sûr qu'il devrait démissionner 10 fois. Quand vous réfléchissez au fait que Marine Le Pen sera très probablement interdite de se présenter à l'Assemblée nationale pour une histoire de collaborateurs qui ont été payés sur un mauvais budget, mais que de l'autre côté, vous avez un Raphaël Arnaud qui est toujours député et qui est toujours soutenu par son parti. Donc, d'un point de vue moral, il est évident que Arnaud devrait démissionner, mais encore une fois, c'est pas du tout la logique de la logique clanique qui vaut à la France insoumise. Et ça n'est effectivement, en tout cas, pas du tout dans les tuyaux à ce stade. Manuel Bompard, le coordinateur national de la France insoumise, le disait encore ce matin sur une chaîne d'information. Il disait qu'il n'était absolument pas prévu, qu'il était totalement exclu que Raphaël Arnaud soit suspendu du groupe de la France insoumise. Oui, et juste un mot sur Manuel Bompard et Raphaël Arnaud. Vous voyez le degré de gêne de la France insoumise, parce que Manuel Bompard est un homme intelligent et il a commis une faute. C'est dans une interview, je crois que c'était à France Inter, où il a menti effrontément en disant que si Raphaël Arnaud avait été condamné par la justice, c'est parce qu'il avait essayé de défendre une manifestation avec des agressions contre des personnes LGBT. Or, les attendus du jugement sont extrêmement clairs. C'est évidemment parce que Raphaël Arnaud a commis lui-même des actes de violence contre, je crois, un jeune homme de 19 ans. Ils s'y sont mis à 6, parce que ces gens-là, ils sont violents, mais ils ne sont pas très courageux. Et c'est pour ça qu'il a été condamné. Mais le fait que Bompard prenne le risque de mentir aussi effrontément pour protéger un de ces hommes montre le désarroi qui est celui de la France insoumise aujourd'hui. Est-ce que dans ce désarroi, eh bien, cette affaire marque la fin définitivement du nouveau Front populaire? C'est quelque chose dont on parle depuis un certain temps. On voit que là, quand même, la rhétorique est montée d'un cran. François Hollande, effectivement, dit plus d'alliance, que ce soit au premier comme au second tour. Raphaël Glucksmann, lui, il parle même d'un suicide politique si les socialistes et la gauche démocrate entretenaient une ambiguïté avec la France insoumise. Est-ce que ça veut dire que le nouveau Front populaire est mort? Non, je ne le pense pas. J'ai entendu une femme membre de l'équipe de Glucksmann expliquant qu'elle préférait voter pour une chèvre que pour le Rassemblement national, ce qui signifie que cette alliance, dans l'esprit de certains, elle est toujours à l'ordre du jour. Je pense que c'est la logique électorale qui va primer. Vous savez, vous avez des élus de gauche dont le mandat est un peu le gagne-pain et ils sont prêts à beaucoup de compromissions pour garder leur poste et donc à faire des alliances. La question, à mon avis, elle se pose moins au niveau des états-majors qu'au niveau des électeurs. Je suis convaincu qu'un très grand nombre d'électeurs de la France insoumise qui votent pour ce parti parce qu'ils considèrent que la société doit changer, que le système capitaliste doit être bouleversé, qui sont des idées que je ne partage pas mais que je respecte, quand ils vont voir cette réalité de la violence couverte par le parti, je pense que ça va leur faire ouvrir les yeux. Alors, un mot sur la réaction du patron du PS, parce qu'on a parlé de François Hollande, de Raphaël Glucksmann. Olivier Faure, lui,
c'est donc l'homme qui a œuvré à ce rapprochement avec les Insoumis depuis plusieurs années. Et alors lui, il a attendu mercredi soir pour s'exprimer publiquement. Il publie une note donc de blog. Il déplore un climat de violence politique permanente entretenu par une partie de la droite, l'extrême droite et la gauche radicale. Il dit ceci: au moment des conclusions de l'enquête, il faudra tirer des conclusions claires. La France insoumise ne peut conserver la moindre ambiguïté avec tout mouvement violent. Il est quand même un peu moins offensif que ses camarades socialistes, Olivier Faure. Il pense déjà aux prochaines élections. C'est un doux euphémisme. Vous voyez, j'avançais l'hypothèse que c'était pas du tout la fin des alliances. Ben, vous en avez la démonstration avec ce communiqué alambiqué qui met quasiment au même niveau les meurtriers présumés de Quentin et l'extrême droite et même la droite. J'aimerais bien savoir en quoi est-ce que M. Retailleau ou M. Wauquiez ont une responsabilité dans ce meurtre. Enfin, on voit bien malheureusement que M. Faure, il est dans sa logique électorale, il est dans ses petits calculs de boutique. Je pense que c'est pas ça qui va faire remonter la gauche dans le pays. Est-ce que la rupture entre la gauche et l'extrême gauche n'est quand même pas irrémédiable à terme? Et j'irai plus loin, est-ce que c'est pas justement au fond le souhait de la France insoumise de jouer sur ce cordon sanitaire et de jouer sur la logique, eh bien c'est nous contre le reste du monde? Alors oui, effectivement, ça c'est une hypothèse qui semble être confortée par le soutien incompréhensible de la France insoumise vis-à-vis de Raphaël Arnaud. L'hypothèse, c'est que c'est l'avantage de la France insoumise, plutôt la stratégie, ce serait d'avoir une gauche la plus divisée possible l'année prochaine au moment des présidentielles pour faire arriver au pouvoir le Rassemblement national et ensuite profiter plutôt de la crise politique qui en résulterait pour prendre l'ascendant sur le reste de la gauche. Ça fait beaucoup d'hypothèses, mais c'est vrai que quand vous voyez aujourd'hui le fait que la France insoumise présente systématiquement des candidats, y compris au risque de faire perdre la gauche au municipal, c'est un élément qui permet peut-être de conforter ça. Je pense qu'on en saura plus entre les deux tours des prochaines élections municipales. Il y a plus quelques semaines à attendre pour savoir si vraiment la France insoumise a choisi de faire la politique du pire. Alors, avant cela, il y a une marche blanche qui est prévue ce samedi à Lyon en hommage justement à Quentin Derenque, une marche blanche dont la tenue est de plus en plus incertaine. Vous avez vu que Grégory Doucet, le maire de Lyon, adresse ce matin un courrier à la préfecture du Rhône. Voici ce qu'il dit. Des éléments indiquent que l'appel à manifester circule également au sein des réseaux d'extrême droite, à l'échelle nationale et internationale, laissant redouter la venue d'individus susceptibles de commettre des violences. C'est un peu la même dialectique que celle d'Olivier Faure. Oui, effectivement, c'est dramatique parce que ça signifierait qu'on ne peut même plus rendre hommage dans une marche blanche qui, a priori, est par essence un mouvement pacifique. Ça voudrait dire qu'effectivement, le degré de tension de la société française fait qu'il serait même plus envisageable d'avoir ce genre d'hommage. Moi, j'ai pas les informations. Je fais confiance au ministère de l'Intérieur, à la préfecture. Mais ce serait quand même un terrible aveu d'impuissance. Mais bien sûr, c'est un terrible aveu d'impuissance. Mais de toute façon, c'est l'une des caractéristiques de la France d'aujourd'hui, c'est que il est devenu quasiment impossible d'avoir une manifestation publique d'ampleur sans qu'il y ait des dégradations. Regardez les manifestations successives contre la réforme des retraites qui étaient systématiquement récupérées par des Black Blocs. Regardez les manifestations contre des projets comme les bassines de rétention d'eau pour l'agriculture ou contre l'A69 qui dégénèrent de façon presque systématique. Ce qui est choquant, c'est que cette violence, que ce soit la mort de Quentin, les Black Blocs ou les écologistes radicaux, cette violence, elle vient de la gauche. Et donc, je pense que si ce drame pouvait au moins servir à quelque chose, ce serait à ouvrir les esprits en disant oui, il y a une violence aussi dans la droite radicale, mais aujourd'hui, la violence active, la violence politique, elle vient de la gauche de la gauche. Merci Guillaume Roquette, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous revenez sur ce terrible drame dans votre éditorial également ce week-end dans le Figaro Magazine. À retrouver, vous revenez notamment sur la responsabilité du monde universitaire et en particulier d'un certain nombre de présidents d'universités. C'est à retrouver dans votre éditorial bien évidemment. Et puis la couverture du Figaro Magazine sur la nouvelle jeunesse du catholicisme. Et là, vous avez enquêté sur l'engouement des baptêmes d'adultes, plus 17 000 baptêmes, donc 17 000 personnes qui vont recevoir ce sacrement
dans quelques semaines. C'est à découvrir donc dans le prochain numéro du Figaro Magazine. Merci Guillaume d'avoir été avec nous. On continue d'analyser les suites de l'affaire Quentin, à l'heure donc, on l'a dit, où une grande partie de la classe politique pointe du doigt la responsabilité morale, politique, voire pénale même de la France insoumise pour certains. Quelle est la véritable place de la violence dans l'ADN de l'extrême gauche? On en parle dans un instant avec le chercheur et essayiste Pierre Valentin. La Jeune Garde est le bras armé de LFI, à qui elle fournit militants, futurs cadres, sans rater la moindre occasion de justifier ses modes opératoires. Lors du lancement de cette nouvelle milice, dite génération antifasciste, LFI n'a pas caché son but, opposer la violence physique à tous les Français patriotes. Et la France insoumise, malheureusement, c'est la théorie du chaos. Voilà, on pensait que c'était une théorie du chaos verbal. Il fallait toujours se méfier puisque le verbe, évidemment, peut tuer, mais on voit bien que c'est désormais, il y a un continuum. Comme disait Gilles Kepel à propos de l'islamisme, il y a un djihadisme d'atmosphère, il y a une violence politique d'atmosphère avec la France insoumise qui consiste à vouloir le chaos et pourquoi pas le chaos physique. Quand j'entends Jean-Luc Mélenchon glorifier la jeune garde, retirer toute responsabilité. Je pense que là, nous sommes face à une faute politique et une faute morale. La jeune garde, je l'ai même entendu dire qu'elle avait fait le travail de la police. J'ai dit depuis 2022 et dans tous mes discours de 2022 que la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon était une impasse pour la gauche, que personne n'aura envie de s'allier avec la France insoumise. Il porte une violence. Bonjour Pierre Valentin. Bonjour. Soyez le bienvenu, vous êtes chercheur et essayiste, vous avez publié ce livre en 2023, Comprendre la révolution woke, aux éditions Gallimard, livre qui fait référence dans l'analyse de ce mouvement woke. Alors on va tenter de comprendre, d'analyser les ressorts de cette violence qui s'exprime, et il y a des liens d'ailleurs qui sont assez clairs avec ce que vous écriviez à l'époque dans le livre. D'abord, donc on l'a dit, on entendait à l'instant un certain nombre de responsables politiques qui pointent du doigt la responsabilité de la France insoumise dans cet engrenage de violence. Nous avons appris également hier qu'un deuxième collaborateur parlementaire de Raphaël Arnaud avait été placé en garde à vue et interpellé. Figure également l'un de ses anciens stagiaires. Est-ce que vous voyez dans cette violence qui, on le sait, est loin d'être résiduelle, une sorte justement de suite tragiquement logique de cette stratégie de tension, de chaos qui est instaurée par Jean-Luc Mélenchon et puis plus généralement par les Insoumis jusque dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale et désormais donc dans la rue? Je pense que cette violence, elle s'explique par trois facteurs, trois assouplissements. Un assouplissement de la définition de la violence dans la génération Z au sens large. Donc, génération Z sont ceux qui sont nés à partir de 95 ou de 97, selon les sociologues. Un assouplissement de la définition du fascisme et de l'extrême droite et du nazisme, qui pour le coup est idéologique propre au logiciel Antifa. Et la combinaison de ces deux assouplissements produit un assouplissement de la définition de la légitime défense. Et on a vu Manuel Bompard, la jeune garde en général, faire l'éloge de l'autodéfense populaire, ce qui est une sorte d'inversion où on peut préventivement, une sorte d'autodéfense préventive en quelque sorte. Alors, assouplissement générationnel de la définition de la violence, la génération Z est, disons, plus anxieuse, on le voit dans les chiffres, plus fragile en moyenne que les générations, pour tout un tas de raisons, que les générations plus âgées. Et ce qui fait que c'est un peu comme le cycliste, sans offenser les cyclistes parisiens des grandes villes, qui se savent particulièrement fragiles en cas de collision avec une voiture et qui donc ont une agressivité bien plus grande et forte vis-à-vis des automobilistes. Donc vous faites une analyse générationnelle de cette affaire? C'est la confluence des deux, à la fois générationnelle, idéologique, et donc la jeune gauche et la jeune garde sont la confluence de ces deux phénomènes, et donc là où le phénomène est le plus fort. Et donc typiquement, on a pu voir que la micro-agression dans cette sociologie, donc la micro-agression, ça peut être comme le mégenrage, le fait d'être mal nommé, de ne pas utiliser les bons pronoms, d'être traité d'homme alors qu'on se sent femme, etc., peut être perçu comme une agression. Donc on voit là l'assouplissement de la définition de la violence qui légitime une riposte défensive, mais en réalité offensive, qui est de préventivement aller attaquer ce qu'ils appellent l'extrême droite, le fascisme et le nazisme, pour se protéger en avance, en quelque sorte. Voici ce que dit Marine Tondelier, qui n'est pas insoumise, qui est une alliée dans le cadre du nouveau Front populaire, et qui dit « Je n'entends pas les gens de droite avoir des questions sur l'ultra-droite qui est aussi extrêmement violente ». Comment analysez-vous justement cet argument, en tous les cas, qui consiste à dire « Attendez, là, depuis vendredi, il y a un deux poids, deux mesures dans l'analyse de cette violence qui s'exprime ». Il me semble que la violence n'est évidemment pas l'apanage d'un bord politique particulier. Néanmoins, la grosse différence là, outre l'ampleur et la fréquence,
c'est le soutien politique. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon a réitéré son soutien à la Jeune Garde. Il l'avait évidemment soutenu avant l'affaire, mais le plus frappant, c'est qu'il continue là. Alors, on va justement l'écouter. Tiens, Jean-Luc Mélenchon, puisque vous l'évoquez, écoutons ce qu'il disait à l'époque, au moment, donc il y a quelques mois, lorsque Bruno Retailleau avait s'était engagé pour la dissolution de la Jeune Garde, justement. La Jeune Garde, qui est une organisation liée au mouvement insoumis. Ce sont des jeunes antifascistes. Eh bien, monsieur Retailleau, profitez-en pour nous dire qu'ont fait ces jeunes gens. À quel moment vous avez des actes à leur reprocher qui justifient qu'on les interdise? Et demain à Lyon, où il y aura la manif du 1er mai, j'appelle tous mes camarades des Insoumis à aller se grouper derrière la bannière de la Jeune Garde pour dire « Nous n'avons pas peur, nous n'avons pas peur ». Ah, j'en parle avec passion, parce que ce sont mes jeunes camarades. Et qui sont ces jeunes gens? Des jeunes gens qui détestent le fascisme. Eh bien, je leur donne raison. Et qui se mettent en rang par 2, par 3, par 4 pour protéger nos cortèges quand on vient nous taper dessus. Bravo, jeunes gens! Continuez, jeunes gens! Comment analysez-vous ces propos de Jean-Luc Mélenchon a posteriori? Il me semble qu'on a là une légitimation politique de la violence. C'est une sorte de milice privée de la part de la France insoumise. Et la façon, je pense, psychiquement dont ça se joue chez ces militants et chez ces cadres, c'est que on fonctionne par projection. On accuse de violence un groupe que l'on souhaite attaquer, d'où, encore une fois, la notion quelque peu orwellienne d'autodéfense populaire, ou cette sorte d'autodéfense préventive, de légitime défense préventive, proactive, prophylactique. Qui correspond tout à fait aux missions que se donne ce type d'organisation dont on parle avec la Jeune Garde. Absolument, et vous noterez que c'est la ligne de défense, si je puis dire, de la France insoumise depuis quelques jours, de Manuel Bompard sur France Inter mardi, qui consiste à faire l'éloge de cette autodéfense populaire, quand bien même, de ce que l'on sait a priori, ça a été une offensive de la part de la Jeune Garde sur Quentin de Ranc et ceux qui essaient de protéger la manifestation du collectif Némésis en marge du meeting de Rima Hassan. Est-ce que cette inversion accusatoire, pour le coup, pour autant, n'est pas quand même l'apanage de tous les partis? Est-ce que c'est propre à la France insoumise de jouer sur ce côté, au fond, eh bien, c'est nous qui sommes agressés dans cette affaire? Alors c'est nous qui sommes agressés, c'est en effet ce que Jean-Luc Mélenchon a dit mot pour mot. Je pense qu'en effet, en démocratie, la violence étant si taboue et si connotée, chacun a intérêt à expliquer qu'on est dans une posture de légitime défense. Néanmoins, il me semble que c'est plus structurel dans le logiciel Antifa, que je ferai dater personnellement à Herbert Marcuse, qui était un des membres de l'école de Francfort, un intellectuel juif allemand, et qui, au milieu des années 60, a théorisé ce qu'il appelle la tolérance répressive. Dans une société comme la nôtre, dominée par les dominants, ça va de soi, la tolérance démocratique pluraliste serait en trompe-l'œil parce que ça favoriserait les dominants en place. Et donc, pour une vraie tolérance, il faudrait être très intolérant vis-à-vis de ceux qui sont accusés d'intolérance. Et donc, il faut être violent vis-à-vis de ceux que l'on accuse ontologiquement d'être violents. Il y a par exemple le streamer Globtopus de plus de 20 000 abonnés qui a dit quand vous êtes d'extrême droite, pour moi, vous êtes violent par essence. Vous êtes intrinsèquement violent. Et donc ça justifie un certain nombre d'actions. Une fois qu'on a posé cette définition, et Marcuse d'ailleurs distingue la violence réactionnaire, dont il donne une définition évidemment très souple, de la violence révolutionnaire, en disant que la seconde serait légitime pour lutter contre la première. Une fois qu'on a posé ces catégories morales a priori, on peut taper sur ceux que l'on accuse de taper, et on pourrait même, en étant un peu plus cynique, inverser le raisonnement. Il faut fasciser ceux que l'on a de base envie de cogner. Ça expliquerait un certain nombre de choses. C'est également l'idée selon laquelle le jour où il n'y aura plus de fascistes, il n'y aura plus d'antifascistes. Et lorsqu'on s'est construit en contre, et je pense que ces militants ont une construction identitaire en contre, en négatif, face à un ennemi, mécaniquement, la disparition de cet ennemi menace sa propre disparition. Parce qu'en effet, un antifasciste sans fasciste, c'est une sorte de pompier dans le désert qui n'a pas de fonction existentielle à ses yeux, et qui a donc la tentation sans cesse de faire revivre le cadavre de son ennemi pour revivre soi-même. Et je citerai là-dessus Jean-Yves Camus, qui, dans les colonnes du Point dernièrement, a expliqué que sans nazi, il y a la tentation d'élargir la définition du nazisme et de voir Pétain derrière chaque homme d'ordre et d'assouplir sans cesse ces définitions. Sinon, il y a une inutilité existentielle qui serait très difficile à vivre psychiquement. Est-ce que, eu égard à cela, vous diriez qu'au-delà de cette affaire Quentin de Ranc et de ce terrible drame, est-ce qu'il y a un lien avec la violence? Est-ce que l'extrême gauche a un problème intrinsèque avec la violence? Est-ce que cette violence fait partie finalement de sa matrice idéologique?
Disons que le but premier, c'est de faire la révolution. Ensuite, tout le reste, c'est des moyens. Et il n'y a pas de ligne rouge absolue dans la poursuite de faire la révolution. Jean-Yves Camus, une nouvelle fois, citait l'un des textes de la Jeune Garde qui explicitait que pour sortir du capitalisme et du fascisme, il fallait abolir la société capitaliste, donc faire la révolution. Et dans cette optique-là, on peut casser des œufs pour faire l'omelette, on peut, justifier la fin avec tous les moyens possibles. Et Marcuse, encore une fois, là-dessus, avait distingué violence réactionnaire injustifiable et violence révolutionnaire défensive, proactivement défensive, pourrait-on dire, qui, elle, serait pleinement légitime. Et je pense que ça me paraît assez profond dans leur logiciel. Et je reprends notamment ce concept de tolérance répressive que vous évoquiez tout à l'heure, et vous l'évoquiez déjà en 2023 dans votre livre. Vous disiez, nous retrouvons ici un thème récurrent de notre objet d'étude, un diagnostic particulièrement infâme qui permettrait de justifier les actions les plus radicales. On est en plein dedans. Et vous disiez un petit peu plus loin, si je retrouve la citation, pour atteindre dans la pratique une tolérance réelle, concrète, il faudrait être profondément intolérant vis-à-vis des haineux. C'est exactement ce que vous décriviez tout à l'heure. Oui, et Marcuse, d'ailleurs, a une phrase qui paraît parfois trop caricaturale pour être vraie, mais il explique qu'il y a les partis de gauche qui sont les partis de l'humanité et les partis de droite qui sont les partis de la haine. Et il y a une différence ontologique pour lui entre les deux. Et c'est un moment pour moi assez significatif au sein de la gauche. Évidemment, je ne vais pas faire croire que tous ces militants ont lu Marcuse, mais qu'ils le veuillent ou non, ils en descendent d'une certaine façon. Et pour lui, dès le début, il sort un peu du cadre pluraliste libéral en expliquant que ce cadre est faussé et que la tolérance telle les gens la comprendraient spontanément aujourd'hui dans le débat public est fausse car elle favorise les dominants. Et donc pour atteindre une véritable tolérance, il faudrait profondément inverser le sens du mot en privilégiant les partis de gauche au détriment des partis de droite, en acceptant même, il précise, de retirer des droits aux réactionnaires, encore une fois, dans la définition on englobe toute la droite, et de leur retirer notamment le droit d'assembler et le droit à la liberté d'expression. Il propose non seulement une censure, mais une pré-censure des propos de droite en les empêchant d'être publiés. Ça va extrêmement loin. Est-ce que, quand on parle justement de cette légitimation de la violence, est-ce que ça touche, on a parlé de l'extrême gauche, que dire de la gauche et notamment de la gauche intellectuelle ? Est-ce que vous diriez qu'il y a sinon une alliance, en tout cas une forme de complaisance de la part de la gauche dans cette affaire ? Alors déjà, il y en a eu une, objectivement, lors des législatives de 2024, qui ont été une élection assez importante, parce qu'il y a eu une tripartition du paysage politique, et il y a eu des seconds tours, et donc ça a permis, sur une élection qui a été prise très au sérieux par les Français, qui a enfin enrayé la mécanique de l'abstention sur les élections non présidentielles, des consignes données par les différents blocs au soir du premier tour, et on a vu déjà la gauche préalablement s'unir avec le NFP et accepter l'alliance avec la France Insoumise, ce qui est un fait notable. Et en plus de ça, une bonne partie du bloc central, dont Gabriel Attal, appelait à voter pour la France Insoumise face au Rassemblement national. Donc on a eu une sorte de coalition Édouard-Philippe Poutou, pourrait-on dire, qui a rassemblé l'extrême gauche et le bloc central. Et encore aujourd'hui, on voit Marine Tondelier s'est nuancée. Plus récemment, Marine Tondelier, qui avait explicitement soutenu la Jeune Garde lors de sa dissolution un an plus tôt. Et qui a, dans cette affaire, Quentin, plutôt pris la défense de la France Insoumise. En tout cas, qui a insisté, justement, encore une fois, sur ce deux poids, deux mesures entre la violence d'extrême droite et d'extrême gauche. Bien sûr, et il me semble que l'une des grandes difficultés que va rencontrer la gauche qui condamne la France Insoumise, on voit qu'en effet, c'est assez polarisé en ce moment, c'est que la jeunesse de gauche est foncièrement davantage d'accord avec les méthodes antifa et, je dirais, la déshumanisation de l'adversaire de droite que la vieille gauche. C'est-à-dire que le clivage qu'on a aujourd'hui à gauche, c'est pas simplement un clivage gauche extrême et gauche plus modérée, c'est un clivage fondamentalement générationnel. Et je pense que nos sociétés se flatteraient dangereusement à exagérer la distinction entre jeune garde et jeune gauche, au sens où ce qu'on a pu appeler la gauche podcast, donc qui échappe un peu à l'analyse politique traditionnelle, qui est davantage numérique, qui suit beaucoup de streamers, qui est très présente dans le monde du jeu vidéo. On a nombre de propos, notamment depuis l'assassinat de Charlie Kirk il y a quelques mois, qui légitiment pleinement cet acte. On a les mêmes sondages américains qui sont générationnels, où les jeunes progressistes entre 18 et 29 ans étaient à plus de 30% dans un sondage effectué une semaine après l'assassinat de Charlie Kirk, favorables au fait de faire taire par la force leurs opposants politiques. On n'a pas du tout les mêmes chiffres du côté de la jeunesse de droite. Et donc le double critère sociologique qui est être jeune et être de gauche, aujourd'hui, prédit très largement
une adhésion à la violence pour faire taire son opposant de droite. Et donc, dans la mesure où l'avenir, avec un A majuscule, est une des idoles puissantes au sein de la gauche intellectuelle, ils seront de moins en moins nombreux, me semble-t-il, à être prêts à l'insulter, si je puis dire. Vous ne voyez pas dans cette affaire une forme de tournant, malgré tout on parlait d'alliance électorale, on évoquait tout à l'heure avec Guillaume Roquette des réactions qui sont quand même assez fortes du côté du Parti socialiste. Alors, Olivier Faure est un petit peu plus prudent, mais François Hollande, Raphaël Glucksmann notamment sont montés au créneau de manière extrêmement forte. Est-ce que c'est pas malgré tout un tournant dans le nouveau Front populaire ? Je pense qu'il faut rester prudent. Je dirais qu'on n'a pas fini d'analyser les répercussions politiques de cette séquence dans les prochains mois et les prochaines années. Je pense que fondamentalement, dans le logiciel du progressisme, il y a cette idée d'opposition à l'ennemi. C'est d'abord l'ennemi qui structure leur position. Encore une fois, ils se définissent en contre. Vous noterez la quantité impressionnante de préfixes anti dans les définitions antifascistes, antiracistes, antisexistes, etc., qui font que c'est d'abord la question de l'ennemi. Et donc, face à la possibilité, je pense, qui paraît aujourd'hui davantage probable qu'autre chose, d'une élection du RN ou de figures semblables, je pense que le bloc se reconstituera et je pense qu'aujourd'hui, ceux qui condamnent fermement la France insoumise seront plus prudents et je pense que ceux qui, dès aujourd'hui, sont prudents seront clairement favorables à une alliance avec la France insoumise. Et nous verrons cela d'ailleurs assez rapidement dans le cadre peut-être des élections municipales, en tout cas affaire à suivre. Ce que vous décriviez tout à l'heure sur ce mouvement de violence et notamment sur cette analyse intéressante générationnelle, pour autant, pourquoi justement est-ce que ça explose maintenant ? Parce que l'idée de Jean-Luc Mélenchon, selon laquelle il faut tout conflictualiser, il faut conquérir le pouvoir de manière révolutionnaire et même l'exercer de manière révolutionnaire, ça c'est pas nouveau. Qu'est-ce qui fait que ça éclate maintenant ? En effet, la violence antifa et communiste, anarchiste n'est certainement pas nouvelle. Jean-Christophe Buisson l'a très bien expliqué au Figaro hier. Mais je pense que ce qui est en train de se passer, c'est tout simplement un renouvellement générationnel. La vieille gauche, par définition, passe l'arme à gauche, si je puis dire, et disparaît au fur et à mesure et se fait remplacer par une jeune génération qui, elle, a développé une sorte de culture de l'assassinat, ou en tout cas est beaucoup moins prête à condamner ce type d'agissement violent sur son opposant de droite. Et typiquement, là-dessus, dans les signaux faibles, il y avait la sacralisation au sens propre de Luigi Mangione, qui avait donc assassiné un PDG qui travaille dans le domaine de la santé il y a quelques années et qui a été sacralisé dans le contexte de la gauche américaine. Dans le contexte français, on a un sociologue, Nicolas Framont, qui a publié un ouvrage qui s'intitule Saint Luigi, qui le dépeint avec une auréole. Alors, juridiquement, il fait attention dans sa formulation au cœur du livre, mais le message est quand même assez clair. Et encore une fois, tout le monde du streamer sur Twitch, de ceux qui jouent aux jeux vidéo, cet univers-là de la gauche, qui passe sous les radars de l'analyse traditionnelle politique, est en train de développer cette culture-là et de légitimer l'assassinat de figures de droite. Et je pense que malheureusement, nous ne sommes qu'au début de ce phénomène. Merci Pierre-Valentin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On continue évidemment de suivre tout cela, de suivre cette enquête minute par minute sur le Figaro.fr avec notre live text. On aura l'occasion évidemment également d'y revenir dans Point de vue. Et puis je rappelle votre livre Comprendre la révolution woke, publié en 2023 aux éditions Gallimard, livre qui est absolument à lire pour comprendre les tenants et les aboutissants justement de ce mouvement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous propose à présent un témoignage particulièrement fort, particulièrement émouvant, celui d'un homme qui, comme je vous le disais en début d'émission, a passé près de 2 ans dans l'une des pires prisons du monde, la prison d'Evin en Iran. Louis Arnaud a été otage entre 2022 et 2024 du régime des Mollahs. Il raconte son voyage au cœur de l'enfer dans ce livre qui vient de paraître. On en parle avec lui dans un instant. Quelques mots d'abord, quelques images des soutiens qui émanent du monde entier, des soutiens aux manifestations, toujours en cours évidemment, sur le sol iranien. We all hope that the mullahs and their diabolic ideology will be erased from Iran for good. We want to be free, we want to have a democratic country, and I think the best option and alternative for our country is King Reza Pahlavi, because we know how is the Pahlavi family, because we had the king. We are here to support the regime change in Iran, and we are supporting our people in Iran who are dying by the regime. We want the revolution.
Bonjour Louis Arnaud. Bonjour. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Vous suivez de près évidemment, plus que quiconque, les derniers soulèvements en Iran, cette répression sanglante dont est victime la population et puis le soutien qui s'exprime dans le monde entier. Et on vient d'en voir quelques extraits. Vous avez connu l'enfer de la prison d'Evin en Iran, connue pour ses conditions particulièrement extrêmes, particulièrement difficiles. Vous racontez ces près de 2 ans que vous y avez passé, entre 2022 et 2024, dans ce livre, La Révolution intérieure, aux éditions Équateur. On va évidemment en parler en détail. Plus de 30 000 personnes auraient péri depuis fin décembre dans cette répression organisée par Téhéran face à ces manifestations contre le régime des Mollahs. D'abord, première question toute simple, comment est-ce que vous vivez justement de loin ces nouveaux soulèvements ? Effectivement, c'est très difficile parce que ce sont au-delà encore de l'horreur, de la tragédie, du massacre qu'on observe, évidemment, moi, ce sont des gens qui me sont extrêmement chers, qui sont pris là-bas, qui sont pris en étau et qui sont pris dans ce traumatisme. Parce qu'aujourd'hui, en Iran, tout le monde connaît au moins une personne décédée dans son entourage et l'ampleur du traumatisme est immense. Et effectivement, on passe notre temps à questionner nos proches, nos amis, pour savoir s'ils sont encore en vie. Justement, vous avez gardé des liens avec des personnes là-bas en Iran. Que vous racontent-ils, que vous disent-ils justement de ce qui passe, de comment ils vivent justement, comment ils traversent ces événements et cette période particulièrement compliquée ? Ouais, et ça, vraiment, ça dépend beaucoup des gens, mais ce traumatisme, il a des effets très divers sur les personnalités. Il y a des gens, effectivement, là-bas qui me disent... on attend une intervention, on attend que les choses bougent, on va reprendre le combat. Et il y en a d'autres, même parmi des activistes vraiment chevronnés et qui se battaient le plus durement en prison, qui me disent mais en fait moi je ne peux plus penser à rien et je passe mon temps à m'abrutir en regardant des séries parce que mon cerveau est détruit en fait. Et on s'inquiète pour les nôtres, on s'inquiète pour l'avenir de notre pays. On a l'impression que en fait on a juste le choix entre mourir sous les balles des Mollahs, mourir sous les bombes des Américains ou mourir de faim dans une économie en ruine. Ce que vous décrivent ces gens avec qui vous parlez, c'est quoi ? C'est une sorte d'angoisse, de peur permanente justement au moment où, on l'a dit, plus de 30 000 personnes qui auraient quand même été tuées depuis fin octobre ? Alors, la peur permanente, de toute façon, elle est toujours là en Iran. Parce qu'on parle bien d'un système de terreur et de paranoïa. C'est-à-dire qu'il y a une infiltration de la société par les forces de sécurité, et notamment par les services de renseignement. La plupart des policiers en Iran ne sont même pas siglés. On ne peut pas savoir qu'on est surveillé. Il y a des gens qui me disaient vous pourriez avoir un membre de votre famille qui donne des renseignements aux services de renseignement, à la police politique, que vous ne le sauriez même pas, en fait. Et donc, il y a une peur, une paranoïa qui s'infiltre jusqu'au cœur des familles. Et donc, c'est ça qui est encore exacerbé aujourd'hui. Mais effectivement, pour l'avenir, encore une fois, c'est ce qui va suivre. C'est la répression qui va aller au-delà de ce massacre et qui va se poursuivre pendant des mois. Et ce que vous racontez dans ce livre, ce sont déjà à l'époque des hordes et des hordes de personnes qui arrivaient chaque jour, chaque nuit en prison, que vous voyez arriver. Et d'ailleurs, ce que vous dites fait vraiment froid dans le dos. Vous dites, par exemple, ceci, des dizaines de détenus cagoulés, pieds et mains enchaînés, des zombies fendus d'injures, titubant sur les coups de garde qui arrivaient donc par vagues dans cette prison. La plupart portent les marques d'une violence inouïe, corps défoncés d'hématomes, visage tuméfié, côtes, bras, jambes fracturées. C'est ça ce que vit la population iranienne aujourd'hui. Exactement, parce qu'effectivement, moi j'ai été arrêté au début du mouvement Femmes, Vie, Liberté de 2022, et donc j'ai vécu tout ce mouvement, j'ai traversé tout ce mouvement, et donc j'ai côtoyé des centaines de manifestants dans ce corridor dans lequel j'étais. On était tellement nombreux qu'on ne pouvait pas nous mettre dans des cellules, mais on était dans ce grand corridor, on était entassés les uns sur les autres, et effectivement, cet endroit, c'est un abattoir. Alors justement, racontez-nous un petit peu ce qui se passe dans cette prison d'Evin, à quoi ça ressemble, parce que c'est vrai qu'on sait que c'est un des endroits, l'une des pires prisons du monde, que vous avez d'ailleurs vous-même été détenu dans des conditions extrêmement compliquées, avec un rationnement de la nourriture, avec, je crois, de la lumière, vous le racontez, nuit et jour, avec évidemment cette forme de torture psychologique aussi, parce qu'il y a cette incertitude, qu'est-ce que je vais devenir, etc. À quoi ça ressemble la prison d'Evin ?
La prison d'Evin, c'est surtout ça, effectivement. C'est ces conditions de pression extrême qui sont là pour forcer des confessions, pour forcer à vous faire avouer ce qu'on a décidé de vous faire avouer. Et donc, effectivement, là, il y a la torture physique. Et effectivement, j'ai vu ces visages tuméfiés qui reviennent interrogatoire. J'ai vu ces gens qu'on a jetés contre les murs, les yeux bandés. J'ai entendu les hurlements de ces femmes qu'on bat pour les soumettre, pour les violer. Et ces cris, ces visions qui vous hantent à jamais, qui ne vous quittent jamais, constituent eux-mêmes une torture. Parmi les nombreuses formes que peut prendre la torture psychologique. Et à partir de ce moment-là, en fait, cette torture, on se l'inflige à soi-même, même quand on est seul dans sa cellule. Parce que à ce moment-là, l'esprit, on peut s'habituer à toutes les conditions. On peut s'habituer à une peine de prison. Mais on ne s'habitue jamais à l'esprit qui s'enflamme face à l'inconnu, qui tord le réel, qui crée des monstres invisibles. Et chaque instant devient un massacre contre soi et ça vous pousse vers la folie. Et vous racontez effectivement notamment ces nombreux interrogatoires avec un commissaire et toujours ces questions qui reviennent sans cesse. Que faisiez-vous, que faites-vous en Iran, que savez-vous des manifestations, quel lien avez-vous avec eux, pourquoi est-ce que vous voyagez seul. En fait, à travers vous, c'est vraiment ce mouvement Femmes, Vie, Liberté qui était visé. Alors effectivement, moi je suis arrêté en marge de ce mouvement. Alors même d'ailleurs que vous le dites, vous n'avez participé à aucune manifestation. Absolument jamais. Mais à ce moment-là, il y a un besoin dans la rhétorique du régime de légitimer la répression de ces manifestations comme si elles avaient été organisées par l'Occident. Et c'est toujours le cas, et comme ça a été le cas encore dernièrement. Et donc j'ai fait partie d'une vague d'arrestations d'Européens. Et donc effectivement, c'est comprendre, parce que ces gens-là ne peuvent pas comprendre qu'on puisse entrer en Iran, venir en Iran pour rencontrer la poésie, le raffinement d'un peuple millénaire, d'une civilisation extraordinaire, et ces questions qui reviennent sans cesse et qui sont même ridicules dans leur logique. Mais en tout cas, eux, ils ne peuvent pas le comprendre. Alors que c'est bel et bien la raison pour laquelle vous étiez rendu en Iran dans le cadre d'un tour du monde et vous aviez décidé de passer quelques semaines sur le sol iranien justement pour découvrir le pays. Et vous dites, lorsque vous étiez en prison, peut-être n'ai-je jamais franchi le seuil de souffrance menant à ce point de non-retour. C'est un peu ce que vous évoquiez tout à l'heure. Et la question qu'on se pose, c'est comment est-ce que vous avez fait pour tenir justement ? Ouais, alors... Et effectivement, pour en arriver là, en fait, il faut passer par le premier point de passage qui est le début de cette révolution intérieure. Parce qu'au début, pendant tout ce mouvement, je sympathisais avec ce peuple. Mais je détournais le regard parce que j'avais peur d'être traité comme eux. Et il y a un jour où je fais une rencontre, celle de Mohsen Shekari, qui était un manifestant, qui avait 22 ans. Il en paraissait déjà à 10 de plus à cause de cette corrosion qu'engendre la suffocation de liberté. Il était pris à la gorge financièrement et il m'avait expliqué qu'il était descendu dans la rue pour réclamer un peu de liberté, un peu de dignité. Sauf que pour ce rêve, Mohsen a été exécuté. Et à ce moment-là, pour moi, je comprends que je ne peux pas me dérober à ce qui existe. Que je le veuille ou non, l'histoire m'a placé en témoin et qu'il sera de mon devoir de porter la parole de ce peuple, de ces oubliés de l'histoire, mais de mon peuple. Parce qu'à ce moment-là, c'est cette frontière qui est entre eux et moi qui s'effondre, et où je deviens l'un d'entre eux. Je deviens iranien. Et vous racontez, vous faites vraiment le récit de cette fraternité, de ces liens extrêmement forts que vous avez noués avant d'arriver à Evin et puis également pendant. Qu'est-ce qui a nourri justement cette fraternité, cette amitié, même cette amitié puis cette fraternité, parce que certains de vos interlocuteurs, vous parlez d'eux comme de frères dans ce livre. Absolument, parce que en fait, l'hospitalité des Iraniens n'a jamais failli, et ce sont des gens qui m'ont accueilli comme un invité, comme l'un des leurs, qui ont pris tous les risques pour moi, comme mon ami Meissam, qui a pris des risques immenses pour informer ma famille sur mon sort, alors qu'elle ne me savait même pas mort ou vif, qui a organisé un réseau d'activistes à l'extérieur pour essayer de glaner chaque information me concernant pour pouvoir les transmettre à ma famille. Et ça, c'est à l'image de tous ces gens qui m'ont recueilli
Et effectivement, c'est ça qui a poussé ce moment où je suis devenu l'un d'entre eux. Mais c'est à partir du moment où, effectivement, je cesse d'être un otage parce que je rejoins cette communauté, je rejoins ces gens et je ne suis plus seul à ce moment-là. Et c'est ce qui a nourri cette révolution intérieure dont vous avez fait le titre du livre, cette liberté intérieure. Et c'est là que ça peut paraître totalement paradoxal, voire incompréhensible. Et vous allez nous expliquer. Vous dites justement qu'en fait, dans ce moment où vous avez vécu la plus grande privation, la privation de votre liberté, de vos mouvements, de vos actes, eh bien, c'est là que vous avez trouvé la liberté intérieure. Qu'est-ce que cette liberté intérieure dont vous parlez, justement ? Exactement. Et donc, cette liberté intérieure, la liberté, je l'ai trouvée sous bien des formes en prison. Mais l'une des formes les plus importantes, elle part justement de ce moment où je rejoins le combat des Iraniens. Parce qu'à ce moment-là, je commence à comprendre que l'épreuve recèle l'opportunité d'un accomplissement. Ce n'est plus juste une séquestration. C'est devenu un engagement politique. C'est devenu le moyen de déployer un courage et une dignité qui se révèlent seulement dans l'adversité. Et bien d'autres choses encore. Et donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où je commence à comprendre qu'il y a une opportunité dans l'épreuve, mais je cesse de la subir. Et je peux commencer à la porter, à l'assumer. Et ce qui est très important ici pour moi, c'est que on vit tous l'injustice, on connaît tous l'injustice, que ce soit dans la maladie, que ce soit dans le deuil, que ce soit dans la perte d'emploi. Et en ça, ce livre vise à inspirer chacun. Parce qu'à partir du moment où on arrive à comprendre l'opportunité qui se cache à l'intérieur de la souffrance, il se passe quelque chose d'absolument extraordinaire. Parce qu'on cesse d'être une victime, on reprend son pouvoir et on peut commencer à accepter notre situation et notre souffrance. Et à ce moment-là, c'est la colère qui s'efface. Et ça, c'est un point absolument fondamental. J'imagine que c'est pas forcément donné à tout le monde. Quand on voit ce que vous décriviez tout à l'heure, par exemple, sur les horreurs dont vous avez été témoin, ce que vous entendiez en prison, comment chez vous ça s'est manifesté ? Est-ce qu'il y a eu un déclic ? Oui, mais pour moi, c'était au fil de ces rencontres. Parce que c'est justement les Iraniens qui sont devenus les maîtres, pour moi, de cette révolution intérieure, qui connaît encore une fois bien des étapes, et effectivement qui, in fine, m'ont permis, en comprenant l'opportunité qui se cachait dans l'épreuve, de m'affranchir de la colère. Et ce point, encore une fois, est fondamental, parce que c'est la colère qui nous retient prisonniers. Et c'est là le point de la liberté, parce que c'est la colère qui nous retient prisonniers, qui nous rend esclaves de celui qui nous fait souffrir. Comme quand j'entends parfois d'ex-otages dire « on m'a volé ma vie ». Comme quand j'entends des gens me dire « cette personne m'a fait souffrir il y a 7 ans ». Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que de cette prison-là, personne ne pourra jamais nous libérer. Et on peut y demeurer toute sa vie. Et voilà comment moi j'ai atteint la liberté intérieure, en me libérant de cette colère et en comprenant la chose la plus fondamentale auprès des prisonniers politiques iraniens, que la liberté ne se donne pas, qu'elle se prend. Et il y a eu donc effectivement ces 2 ans de détention, il y a eu votre libération et puis ensuite le retour à une vie normale. Est-ce que justement vous avez réussi à retrouver une vie normale ensuite ? Cette expression n'a pas beaucoup de sens pour moi, une vie normale. Non, parce que c'est vrai que la spécificité de mon histoire aussi, c'est que cette révolution intérieure, elle m'a sauvé des enfers. Mais elle m'a aussi condamné dans un autre sens. Parce qu'à travers elle, je suis devenu l'un d'entre eux. Je suis devenu iranien, combattant pour la liberté. Vous souhaiteriez retourner en Iran ? Absolument. Absolument. Vous êtes déjà retourné depuis votre libération ? Certainement pas. Et certainement pas après avoir écrit ce livre. Parce que dès que j'arrive à l'aéroport, on m'arrêtera. Mais vous y songez ? Mais bien sûr, parce que mon cœur est en Iran, mon cœur est auprès de ces gens, et c'est ça qui est très difficile pour moi aujourd'hui. C'est parce que, et encore une fois, il est très important de préciser que je suis immensément reconnaissant envers la France et tous ceux qui se sont battus pour me sortir de cet enfer. Mais ce sont mes frères que j'ai abandonnés. Ce sont eux qui m'ont recueilli, eux qui m'ont sauvé des ténèbres, et moi je les abandonne. Alors c'est très difficile de se regarder en face, de vivre, de célébrer une libération quand eux restent enchaînés, pris à la gorge par un régime génocidaire. Vous avez le sentiment d'avoir abandonné des frères, finalement ? Absolument. Et en tout cas, vous en faites le récit donc dans
dans ce livre. Il y a énormément de choses à dire, énormément de questions évidemment à vous poser pour prolonger en tout cas ces échanges. Eh bien, il faut lire ce livre, La Révolution intérieure, publié aux éditions des Équateurs. Un livre qui est sorti il y a quelques jours, quelques semaines, qui est à retrouver évidemment dans toutes les bonnes librairies. Merci Louis Arnaud. Merci beaucoup D'avoir été avec nous, de nous avoir partagé ce récit évidemment plein d'humanité face à cette épreuve qui vous a marqué, qui vous marquera probablement toute votre vie, mais que vous avez su en tout cas transformer en force. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Point de vue revient bien sûr demain midi. Vous retrouverez Vincent Roux à la présentation. Je vous souhaite une excellente après-midi sur le Figaro TV.